Merci beaucoup, merci de l'invitation. Alors, je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous disant aujourd'hui que les rachialgies, ça représente un problème qui est très, très fréquent. J'aurais pu vous présenter toutes sortes de statistiques, québécoises, canadiennes, australiennes, internationales. J'ai choisi un rapport que j'aime bien, là, qui est le rapport sur le fardeau des troubles et des maladies musculo-squelettiques aux États-Unis, qui a été publié en 2008, qui rapporte des données mesurées en 2005. Alors ici, ce qu'on voit au niveau de la fréquence, on voit les problèmes chroniques auto-rapportés par des adultes en 2005 aux États-Unis. Des problèmes donc qui ont duré pendant au moins 3 mois au cours de la dernière année. Et vous voyez que 48,3 % des adultes ont rapporté des troubles et des maladies musculo-squelettiques. Évidemment, vous savez aussi que ce n'est pas seulement la fréquence qui compte, c'est aussi les conséquences de ces problèmes-là. Et si on regarde, par exemple, on a demandé aux adultes s'ils avaient des limitations dans leurs activités quotidiennes, et si oui, pour quelle cause. Alors, ce qu'on a en bleu, pour chacune des catégories d'âge et pour l'ensemble de la population, c'est la proportion de gens qui ont dit qu'il y avait des limitations d'activité. Et en orange, vous avez, parmi ces gens-là, la proportion qui est liée aux problèmes, aux troubles et aux maladies musculo-squelettiques. Évidemment, je vais terminer sur les coûts. Alors, il y a toutes sortes de définitions des rachialgies ou des lombalgies. Il y a toutes sortes de méthodes. Alors, ce n'est pas toujours évident de savoir là, combien ça coûte. Alors, il y a toutes sortes d'estimés. Dans le même rapport dont je viens de vous parler, on dit que les troubles et les maladies musculo-squelettiques, en 2004, au total, ont coûté 849 milliards de dollars aux États-Unis, soit 7,7 % du produit national brut. Alors, tout ça pour dire que ces problèmes-là sont tellement fréquents et sont tellement importants dans leurs conséquences qu'il y a une énorme place à l'amélioration. Alors, le rapport Spidur, à la toute fin, mentionnait des priorités de recherche. Et une de ces priorités-là, c'était concernant le pronostic. Ça disait qu'il faut identifier les facteurs qui permettent d'identifier rapidement ceux qui auront tendance à évoluer vers une symptomatologie et une incapacité fonctionnelle chronique. Donc, prédire qui sont les gens qui sont les plus susceptibles de développer de la chronicité. Alors, cette recommandation-là, elle est tirée de 3 constats. Le premier constat, c'est que les efforts de prévention primaire n'avaient pas clairement démontré leur efficacité. Je pense que c'est encore le cas. Et loin de moi l'idée de réduire l'importance, de diminuer l'importance de la prévention primaire. La prévention primaire, donc, d'empêcher l'apparition des rachialgies. C'est extrêmement important. Malheureusement, les rachialgies ont un caractère récurrent et elles sont extrêmement fréquentes. Alors, c'est très difficile d'empêcher l'apparition de ces problèmes-là qui semblent avoir toujours existé dans l'humanité. Tout petit nombre de cas chez les travailleurs indemnisés étaient responsables de la très grande majorité des coûts. Et ça a vraiment amené le groupe à faire des recommandations sur la prévention tertiaire. Alors, comme le fardeau appartient aux gens qui développent des conséquences sévères et persistantes, on devrait insister davantage sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire la prévention des conséquences graves des rachialgies. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec le modèle de l'histoire naturelle de la maladie, vous avez ici, avec un modèle très classique, là, ici vous avez le temps. Alors, une maladie apparaît et évolue. Alors donc, quand on fait de la prévention primaire, on travaille à empêcher l'apparition d'une maladie. Quand on fait de la prévention secondaire, on travaille à dépister rapidement un problème de santé pour pouvoir le traiter. Et quand on fait de la prévention tertiaire, on travaille à empêcher les conséquences graves et persistantes, sévères et persistantes de problèmes de santé. Alors, ce que Spidur recommandait, et d'autres chercheurs par la suite, c'était de travailler au niveau de la prévention tertiaire. Alors, la prédiction, ça présentait un potentiel important d'amélioration des services de santé tout en réduisant les coûts. Alors, tout d'un coup, on avait un Saint Graal qui nous apparaissait et qui suggérait que si les bons patients étaient envoyés aux bons endroits, aux bons services, au bon moment, on aurait une efficience beaucoup plus importante. Donc, alors, 2 paradigmes statistiques. Un premier paradigme qui est un paradigme prédictif. Alors ici, on va parler, dans le cadre d'études pronostiques prédictives, où l'objectif, c'est d'obtenir la meilleure prédiction possible du pronostic, par exemple, peu importe à partir de quelle variable. Et là, il y a 2 sous-groupes, 2 types d'études. Les études de dérivation, où on va construire un instrument de prédiction, et les études de validation, où on va voir si on peut reproduire la performance de notre instrument. Deuxième paradigme, un paradigme explicatif. Alors, cette fois-ci, on cherche à quantifier de façon valide
la force de l'association entre un déterminant potentiel, on va parler d'études pronostiques explicatives, et là encore deux sous-groupes, les études d'exploration et des études de confirmation. Alors, un déterminant, c'est une caractéristique qui est associée de manière indépendante et dans une logique de causalité avec la fréquence accrue d'une maladie ou d'une autre mesure de santé dans une population donnée. Un prédicteur, maintenant, c'est une caractéristique qui est associée avec la fréquence accrue d'une maladie ou d'une autre mesure de santé dans une population donnée. Donc ici, il manque deux choses. Il manque la logique de causalité et il manque la notion d'indépendance. Alors, rapidement, je vais essayer de juste faire un petit peu l'état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans? Le rapport Spitzer nous a déclenché un mouvement, puis d'autres chercheurs ont suivi là, au niveau de la prédiction. On s'est dit, bien, il y a un miracle là, on va essayer de travailler beaucoup à prédire, puis ça va améliorer beaucoup les interventions et tout ça. Alors, en 85, les règles de prédiction, les règles de décision clinique, les algorithmes, ça commençait à être populaire en médecine, en santé en général. C'est pas seulement dans le domaine des rachialgies, c'est un phénomène assez global. Et Wasson et collaborateurs, eux, prenant conscience quand on voyait de plus en plus sortir des papiers sur les règles de décision clinique, se sont demandé est-ce que c'est vraiment correct d'utiliser ces règles-là? Est-ce qu'on peut vraiment les utiliser en clinique? Alors, ils ont dit, bien, ils ont commencé par faire un listing des qualités méthodologiques que ce genre de papier-là, d'article-là, devrait avoir. Et ensuite, ils ont identifié, par exemple, que dans un article, on dirait le site de l'étude devrait être décrit, les caractéristiques de base des participants devraient être décrits, l'échantillon devrait être représentatif de la population visée, etc., etc. Alors, il y avait des différents critères. Et ensuite, ils ont, dans la littérature, dans les plus grandes revues médicales, les grandes revues où c'est parfait, là, les publications, New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ, ils ont retenu 33 articles. Ils ont comparé les qualités méthodologiques. Ils ont vérifié si ces articles-là, qui portaient sur des règles de décision clinique, répondaient aux standards qu'ils avaient établis. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bien, seulement 42 des articles comprenaient une description adéquate de la règle, des participants et du milieu clinique. Le taux de misclassification de la règle avait été mesuré seulement dans 34 des cas. Les impacts de la règle sur les patients n'avaient été décrits que dans 6 des articles. Alors, Wasson et collaborateurs concluaient que si on est pour atteindre les objectifs de la prédiction, bien, il faudrait porter une attention plus particulière là, au niveau de la qualité méthodologique. Et ça, c'était un appel qui était fait non seulement aux chercheurs, mais c'est aussi aux utilisateurs de connaissances, donc aux lecteurs. Lopatchis et collaborateurs, en 1997, ont repris le travail de Wasson et collaborateurs. On a retrouvé à peu près la même chose. La plupart des études ne répondaient pas aux standards méthodologiques, même des choses très simples. Par exemple, 41 des règles étaient perçues comme étant faciles à utiliser, donc 59 des règles étaient perçues par les cliniciens comme étant difficiles à appliquer. Donc, la conclusion, c'était qu'il y avait une certaine évolution au niveau de l'adhésion aux standards, mais il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Tout récemment, Lopatchis et collaborateurs ont publié le même genre de travail, mais cette fois-là sur des règles de décision clinique, des règles de prédiction pour 36 conditions pédiatriques, donc 137 articles. Et c'est à peu près encore la même chose. Alors, les résultats ont été évalués de façon prospective dans seulement 42 des études. Le suivi est adéquat que dans 36 des études. Les impacts de la règle n'ont jamais été évalués. OK? Alors, c'est un peu impressionnant. Sur une centaine de règles de décision clinique ou de règles de prédiction, Lopatchis et collaborateurs concluent qu'à peu près seulement 8 pourraient être utilisées en clinique. Qu'est-ce qui se passe au niveau des rachialgies en ce qui concerne la prédiction? Alors, depuis 25 ans qu'on travaille sur la prédiction, le rapport Spitzer a été un déclencheur très important dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, là, je vais vous donner mon jugement, comme quelqu'un qui travaille là-dedans depuis longtemps. Je n'ai pas de données, je n'ai pas d'évidence dure, mais je connais, je pense, les publications, les travaux là-dedans. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il s'est fait beaucoup de travail, mais il y a beaucoup... Les études sur ce sujet-là sont très exigeantes et malheureusement rencontrent à peu près jamais, sinon jamais, les exigences qu'on devrait rencontrer dans ce genre d'études-là. En plus du processus qui est extrêmement long, complexe, difficile, demande beaucoup de ressources. Alors, May et Rosedale récemment disaient qu'on ne peut, à cause du développement qui est limité, alors aucune règle de prédiction n'a complété le processus de développement. Donc, aucune ne pourrait être appliquée actuellement. Eden et collaborateurs disent quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des problèmes méthodologiques, non seulement dans la littérature primaire, donc dans les études qui ont développé des règles de prédiction et les ont validées, mais aussi dans les études secondaires, donc dans les revues systématiques. Alors, il y a 2 ou 3 revues systématiques sur les règles de prédiction, et ces revues-là elles-mêmes ont des problèmes méthodologiques. Donc, on n'a pas vraiment, il y a une incertitude là, au niveau dans ce domaine-là.
Nadine Foster et collaborateurs récemment disaient un peu la même chose. Le potentiel d'obtenir des résultats biaisés dans ce genre d'études-là est extrêmement élevé. Il faut être absolument prudent, non seulement en ce qui concerne au niveau des chercheurs et des utilisateurs de connaissances, mais quand on lit, quand on interprète des données de ce type-là, il faut être extrêmement prudent. Alors, depuis 25 ans, on a dérivé des dizaines de règles de prédiction, ça c'est certain. Ensuite, on a quelques-uns de ces modèles-là, de ces outils-là, ont été validés à l'interne, pas beaucoup. Encore moins de ces modèles-là ont été validés à l'externe. À peu près personne n'a mesuré l'applicabilité clinique. À peu près personne n'a comparé la prédiction avec le jugement des cliniciens. Et la phase 3, à ma connaissance, a été complétée par un seul groupe qui vient tout juste de publier, et leur étude a d'autres types de problèmes. Donc, avec Guillaume Foldes-Busque et Greg McIntosh, qui est un chercheur en Ontario, on essaie de pousser un peu plus les connaissances à ce niveau-là, donc de faire une revue systématique des travaux qui ont été faits au niveau de la prédiction des conséquences des rachialgies. Donc, avec une stratégie de recherche assez sensible, là, qui se veut très large, on a identifié 11 600 papiers sur le pronostic des rachialgies, desquels on a retenu 283 articles pertinents. Les premiers résultats de ce travail-là, c'est qu'il y a des problèmes dans beaucoup de ces études-là. Alors, par exemple, 15 des études ont des proportions de participation très faibles qui sont susceptibles d'entraîner des biais de sélection, donc de faire en sorte que l'étude rapporte des résultats qui ont été faits, qui ont été identifiés dans un groupe de sujets qui ne représentent pas la population qui était visée au départ. Alors, c'est pire que ça. Dans certaines études, la proportion de participation, dans 39 des cas, on n'a pas l'information pour l'estimer. Même chose au niveau de la proportion de suivi. Lorsqu'on suit des sujets, il y a plein d'études dans lesquelles on a une proportion de participation là, à long terme qui est très faible. Encore une fois, 39 des études ne rapportent pas cette information-là. Il y a beaucoup d'études pour lesquelles le suivi est très court. Et tout ça, ça arrive parce qu'il y a plein de gens qui réutilisent des données qui ont été colligées pour d'autres fins que de la prédiction. Alors, les gens font un essai clinique randomisé avec 200 patients pour mesurer l'efficience d'une intervention chirurgicale avec un suivi de 6 mois qui était correct pour l'intervention chirurgicale. Et tout d'un coup, ils réutilisent ça pour faire de la prédiction. Et là, ils ne sont pas dans les conditions pour faire un bon travail au niveau de la prédiction. Alors, on va continuer là-dedans et on va éventuellement avoir un portrait beaucoup plus précis de la situation. Mais si vous voulez mon interprétation des choses, le miracle qu'on envisageait dans le temps du rapport Spitzer, il n'y arrivera pas. Comme dans la vie en général, on surestime souvent les choses. Maintenant, quand on a fait notre deuil du miracle, on se demande est-ce que ça vaut encore la peine de travailler là-dessus? Et puis, moi, j'ai fait une certaine réflexion là-dessus. Je peux vous dire que compte tenu du fardeau des rachialgies, les conséquences des rachialgies, je vous ai dit tantôt, il y a tellement de place à amélioration que même si on fait une différence modeste, ça peut amener des conséquences extrêmement importantes, d'améliorer de façon extrêmement importante la fréquence et les conséquences de ces problèmes-là. Alors, je continue de penser que c'est utile, mais il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire à 25 ans après le rapport Spitzer. Donc, il y a plein de problèmes de validité qui peuvent affecter, qui peuvent menacer la validité des résultats, des conclusions de ce type d'études-là, des biais de sélection, des biais de classification, des problèmes de puissance statistique, donc un nombre de sujets insuffisant pour être capable d'identifier des relations statistiques. Mais ce qui est le plus frappant, c'est un problème d'interprétation des résultats, et c'est un peu l'objectif de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, ce qu'on veut justement là, identifier, c'est combien de fois ça arrive, ça, parce que c'était extrêmement fréquent que les chercheurs semblent avoir compris ce qu'ils font, puis finalement, on se rend compte que c'est pas si clair que ça. Il y a d'autres problèmes au niveau de la validité externe des études. Alors, évidemment, il faut savoir sur quel sujet ça a été fait pour être capable de l'appliquer sur d'autres sujets. En conclusion, ce que j'essayais de vous transmettre aujourd'hui, c'est un peu le bilan des choses. On est loin d'avoir complété, d'avoir atteint notre objectif. Et pour les cliniciens qui utilisent les résultats de la recherche, pour les décideurs qui utilisent les résultats de la recherche publiés, un rappel, il ne faut pas tout croire ce qui est écrit. Hein? Même dans les grandes revues, même dans le Lancet ou le BMJ ou le New England Journal of Medicine. Alors, 4 take-home messages. De quoi on parle? Hein? On parle-tu de mots doux, sévères, légers?
intense, au dos, au complet, etc. De quoi on parle? Posez-vous la question, est-ce qu'on utilise une définition standard des choses? Quelle est la variable dépendante dont on parle? Est-ce que c'est les incapacités fonctionnelles, le retour au travail, les récurrences de douleur? C'est pas la même chose. C'est pas associé aussi fortement qu'on pensait que ça l'était il y a longtemps. Un prédicteur, c'est pas nécessairement un facteur de risque. Un facteur de risque, c'est un prédicteur, mais pas nécessairement un bon, pas nécessairement le meilleur prédicteur. Et en statistique, on a des modèles de régression et tout ça là, qui sont très beaux, là, mais la qualité des données qui sortent de nos modèles dépend directement de la qualité des données qui entrent dans nos modèles. Puis la qualité, on va toujours obtenir des conclusions avec des chiffres. On rentre des chiffres, il sort des chiffres, puis on a des conclusions, puis c'est le fun, puis on peut interpréter ça comme on veut. La qualité des conclusions dépend de la rigueur qu'on a mise à obtenir nos données. Et cette rigueur-là, bien, elle n'est pas toujours facile à maintenir, mais on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on mette de l'énergie là-dessus, sinon les conclusions qu'on obtient sont invalides. Voilà, merci.